Bonjour tout le monde. Je voulais commencer au moment quand j'étais très petit. Parce que je crois vraiment que quand on est gamin, quand on est gamine, tout est possible. Et en fait, le challenge, c'est de garder ça pendant qu'on grandit. Et pour moi, à 4 ans, j'avais la chance de naviguer pour la première fois. C'était un rêve. J'ai les souvenirs très très forts de ce moment-là, parce que quand on est hissé les voiles pour la première fois, j'ai senti la plus grande sensation de liberté que je pourrais imaginer. Et à partir de 4 ans, j'avais décidé qu'une journée dans ma vie, je ne savais pas comment, mais une journée, j'ai voulu faire un tour du monde. C'était le but absolu. Mais je n'avais aucune idée du trajet. Et donc, j'ai commencé comme je pouvais. Quand j'ai commencé l'école secondaire à 11 ans, j'ai commencé de garder l'argent de cantine tous les jours. Des pence, chacun par chacun. Et quand j'ai gagné 100 pence, je rentrais ça dans mon boîte pour 1 livre. Et quand j'avais 100 livres, qui était très très rare, j'y allais à la banque pour mettre l'argent dedans. C'est comme ça que j'ai acheté mon premier bateau. Et quand j'ai réussi d'acheter, j'ai passé des heures et des heures dans le jardin dessus pour rêver d'être sur la mer. Parce qu'en Angleterre, j'ai grandi au plus loin de la mer que tu peux y aller. Et donc, j'ai commencé une histoire de navigation. J'ai quitté l'école quand j'avais 17 ans, avec cette rêve d'être navigatrice. J'ai devenu professeur de voile. J'ai commencé à écrire les lettres pour trouver un partenaire. Parce que de faire un tour du monde, quand tu grandis dans la campagne et tu ne deviens pas d'une famille avec des bateaux, il faut trouver un partenaire. Et je me souviens comme c'était hier, le moment quand j'ai eu la première réunion. J'écrivais 2000 lettres. Et à la fin, par quelqu'un que j'ai croisé, j'étais devant un PDG. Et je savais que cette PDG, s'il disait oui, c'est commencé la vraie histoire, l'histoire de faire le tour du monde. Donc imagine comment c'était d'être dans une salle avec les architectes, en train de faire les lignes de le bateau avec lequel je faisais le Vendée Globe. Pour moi, c'était un rêve complet. Même juste de faire ça, c'était incroyable. Premier pied dessus, première navigation en Nouvelle-Zélande, encore plus incroyable. À moitié tour du monde pour l'entraînement. C'était vraiment, vraiment quelque chose que j'ai rêvé de le faire. Et c'était comme c'était un vrai moment dans ma vie, que si ça s'arrêtait dans 1 seconde, c'était comme ma vie était faite. Juste de naviguer sur ce bateau. Donc de porter pour le tour du monde, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vendée Globe 2000. 2004, un nouvel challenge, d'essayer d'être la personne le plus vite depuis toujours autour du monde. Le record, c'était à Francis Joyon, un Français, qui a pris un bateau beaucoup plus grand que celle que nous, on était en train de construire. Donc, quand j'avais parti en 2004 pour ce tour du monde, le bar était haut, très très haut. Et le challenge, c'était incroyable. Et juste pour donner un peu d'idée du taille, et si vous êtes dehors, vous êtes habitué de voir ce bateau pour le Jacques Vabre. Mais ce bateau était plus grande, à 75 pieds, et moi, je peux monter dans le mât jusqu'au haut. Donc, c'est très, très puissant, les grands bateaux. Et ces bateaux sont dangereux. Ils peuvent facilement en avoir des problèmes. Ça, c'était l'entraînement avec Alain Gauthier, en fait, pour le Jacques Vabre, avec lequel on a parti d'ici, du Havre, en 2001. Ça, c'était l'entraînement pour un Grand Prix avec 11 dessous. Ce bateau, on voit bien, a bien chaviré. Et celle-ci aussi. Et moi, j'étais une de les 5 dessous. On a chaviré au large de Portugal, 60 000 au large. Et ça arrivait en 5 secondes. 5 secondes, on était à l'inverse. Tout était bien, et puis tout était noir. Parce que toutes les fenêtres du bateau passent sous l'eau. Et j'étais en train de trouver une de mes meilleures amies qui était coincée sous le filet du bateau. C'est le plus de peur que j'ai eu en mer, de trouver quelqu'un d'autre. Plus que seul, c'est sûr. Donc ça montre que ces bateaux sont vite, ils sont dangereux, et on est toujours très très près du limite. Tout ça, et en plus, si on fait un tour du monde, on est vraiment loin. Dans les mers du Sud, on est 2500 milles au plus loin de la ville le plus proche. Donc si on a un problème, il faut attendre 5 jours pour un bateau de vienne te chercher et 5 jours pour qu'il t'amène vers un grand port pour nous réparer. Donc on est vraiment au milieu de nulle part. Et tout ça, tout ce bateau devient un petit monde. Un monde que nous, on gère. Un monde que tous les jours, on gère. La nourriture,
les spares, les en plus pour le moteur, les vêtements, le gasoil, de l'eau, tout ce qu'on a à bord, c'est vraiment tout ce qu'on a. Si je disais à vous tous, allez au Havre, dans la ville du Havre, et achetez tous pour ta vie pour 3 mois, c'est ça qu'on fait. Tous. Nourriture, les choses médicales, tous. Et c'est ça qu'on fait, et on gère ça pendant qu'on fait ce tour du monde. Et je n'avais jamais fait de connexion. Je n'ai jamais réalisé, en fait, qu'est-ce que c'était le vrai compréhension de mots fini. Parce qu'à bord, j'avais les ressources finies. Tout ce que j'avais, c'était tout ce que j'avais. Il n'y avait pas de plus. Et j'ai réalisé, à la fin de ce tour du monde, qu'en fait, notre économie, c'est pareil. Notre économie globale est basée sur les ressources qui sont, à l'ultime, finies. C'est essentiel pour ce que notre économie marche. Et pour la première fois dans ma vie, j'ai regardé au-delà de la voile. J'ai regardé plus loin. Et j'ai commencé à comprendre, de comprendre comment notre économie globale fonctionne. Quelque chose dans ma vie que je n'avais jamais pensé. Et j'ai regardé plein de choses. J'ai regardé les matériels, j'ai regardé l'énergie, parce que l'énergie à bord du bateau, c'était essentiel. Pas d'énergie, on est vraiment à l'inverse en 5 secondes, parce qu'on n'a plus de pilote automatique. Donc énergie, j'ai commencé. Le pétrole, le gasoil, le charbon. Ça, c'était dans un central charbon en Angleterre, dans le four, qui bien sûr n'était pas allumé, qui monte jusqu'à 2000 degrés, parce que j'ai voulu apprendre comment on crée l'énergie. Et dans cette histoire de charbon dans cette centrale, j'ai commencé à demander plein de questions, parce que j'étais intéressée par le matériel qui va dedans, le charbon. Et j'ai réalisé, en fait, le charbon, ce n'était pas juste là, aujourd'hui, et en Angleterre, c'est que même aujourd'hui, un grand pourcentage de l'énergie créée par le charbon. J'ai réalisé, en fait, c'était quelque chose vraiment proche de ma vie personnelle. Parce que ça, c'est mon arrière-grand-père. Il était mineur de charbon. Et quand on voit cette photo de lui, on voit une très vieille photo. On voit quelqu'un les années précédentes. Personne n'a les pantalons aussi hauts que ça aujourd'hui. Hein. Mais en fait, ce n'était pas aussi loin qu'on imagine. Parce que ça, c'est moi avec mon arrière-grand-père. Et par contre, ce ne sont pas ses vraies oreilles. Ils étaient plastiques, il a mis pour les petits, pour nous, les grandchildren. Et je me souviens de lui très bien. On était très proches. Il avait beaucoup d'histoires de ses années, ses 60 ans sous la terre, quand il était mineur, les histoires de camaraderie comme nous on sent sur les bateaux. Il parlait aussi de la fait quand les mineurs ont pris leur retraite, ils ont gardé les bouts de sandwich pour donner au cheval qui vivait autour de la sortie du mine, parce que pendant 20 ans, ils ont travaillé sous la terre avec ces chevals. Incroyable. Pour moi, en tant d'enfant, c'était incroyable d'imaginer que les chevals peuvent travailler sous la terre. Donc ces histoires, pour moi, c'était vrai. Et quand je faisais mon recherche autour des matériels, autour de l'énergie, une page que je visitais sur l'Internet, c'était la page de l'Association Charbon Mondiale. Et là, au centre, se disait on a 118 ondes de charbon qui en restent. Et on ne peut pas être sûr de combien de charbon il y en a. On ne peut pas mettre les chiffres spécifiques dessus, parce que personne ne sait exactement. Mais quand j'ai regardé les mathématiques, j'ai regardé quand mon arrière-grand-père était né. Il était né exactement 118 ans avant cette année que j'ai regardé. Et j'ai réalisé comme ça que c'est rien. Parce que j'étais sur ses genoux jusqu'à j'avais 11 ans. Et c'était ça qui m'a poussé vers la décision que je ne pensais jamais de le prendre dans ma vie, de laisser la navigation derrière moi et de concentrer sur notre économie globale. Parce que lui aussi, ça ne peut pas marcher dans le long terme. Et 118 ans, c'est vraiment rien. Et j'ai réalisé vite, en fait, ce n'est pas juste le charbon, le pétrole, on est en train de parler beaucoup de temps, l'énergie, c'est aussi les matériels, les métals, les polymères, les choses qui deviennent du pétrole. New Scientist, 2008. Je me souviens, en regardant cette page, combien de ans on a de tout ce qui en reste. Et on a des chiffres, indium 13 ans, on a les cuivres 40 ans, l'argent aussi, on a toutes les choses différentes. Et en regardant ça, j'ai réalisé, comme le charbon,
on ne sait pas les chiffres exactement, mais on sait que c'est les ressources limitées. On sait que ces choses, on n'a qu'une fois dans l'histoire de l'humanité. Et avec beaucoup plus de pression, parce que la vitesse d'utilisation a monté très très vite. Et une chose est sûre, cette ligne ne peut pas y aller verticale, parce que c'est basé sur les ressources qui sont limitées. Et en regardant qu'est-ce qui se passe derrière l'utilisation, c'est les prix. On a vu les déclinaisons de prix de ressources, matières premières et nourriture. On a vu cette prix décline pendant 100 ans, et en 10 ans, cette 100 ans a été effacée, juste comme ça. Parce qu'il y a beaucoup plus de pression, on utilise beaucoup plus vite. On a 3,5 milliards de nouveaux consommateurs qui deviennent dans le marché. On a plus de pression sur ces ressources. Et te mettre ça en contexte, entre janvier 2011 et janvier 2012, le fournisseur de véhicules en Europe moyenne avait vu une augmentation de prix de matières premières dans une année de 500 millions d'euros, dans 12 mois. Et eux, ils n'ont pas de contrôle de ça, parce que leur business model, c'est de racheter le matériel, de faire fournir son voiture et de le vendre. Et de faire racheter le nouvel matériel et de fournir son voiture et de le vendre. Pour nous, pour rouler dans les routes. Mais ils sont complètement liés à ces prix de matières premières. Et ils ne peuvent pas passer ce prix sur nous. Pas comme ça, ce n'est pas possible. Donc on a vraiment demandé des questions. Moi, j'ai demandé des questions. Comment notre économie peut marcher avec tellement de pression sur ces matières? Et j'ai réalisé en fait que notre économie, c'est un peu comme une économie linéaire. On prend quelque chose, on fait fabriquer quelque chose, on prend quelque chose de la terre, on fait fabriquer quelque chose et à la fin, on le jette. Et on ne peut pas cycler une partie de les choses qu'on le jette. Mais ce n'est pas conçu pour ça. On prend qu'est-ce qu'on peut à la fin. C'est comme ça l'économie marche. Et le business model, c'est à vendre. Et le business model, c'est qu'il faut toujours racheter les nouvelles matières premières qui mettent encore plus de pression, surtout avec les nouveaux consommateurs. Donc, une économie linéaire. Et j'ai commencé à parler avec plein de monde pendant ces 3 ans de recherche. Les PDG, ils savaient ça, parce qu'ils étaient au milieu de la fête qu'on a vu cette 100 ans de prix effacés dans 10 ans. Et quand on a regardé les solutions, donc on est sous la pression bien sûr, les solutions c'était plutôt autour, il faut être efficace avec nos ressources, il faut utiliser moins, il faut par exemple construire quelque chose avec 10% moins de matériel, avec 10% moins d'énergie. Mais si on fait ça chaque an pendant 10 ans, est-ce qu'on construit rien avec rien? Et surtout pas de l'emploi. Parce que si le but c'est d'arriver à zéro, on n'a plus d'industrie. Ils savaient ça. Et puis pendant cette journée, ces années de recherche, j'ai commencé de croiser les gens qui voient notre économie dans une façon vraiment différente. Pas linéaire où on utilise moins, qui est bien sûr essentiel parce qu'on a les ressources limitées, mais essentiel dans notre transition vers quoi? Parce que juste l'efficacité ne peut jamais marcher dans le long terme, surtout avec plus de pression sur le matériel. Et une de ces gens que j'ai rencontrés, c'était un PDG qui fabriquait les moquettes industrielles. Et lui disait, mon but, ce n'est pas de construire une moquette industrielle dans une façon plus efficace. Je veux construire cette moquette pour être déconstruite. Je veux que ça revienne vers nous. En fait, je préfère de louer. Je ne veux pas de le vendre parce que j'ai perdu mes matériels. Je veux de louer cette moquette. Quand la moquette revient vers nous, c'est conçu pour être déconstruit. Donc, on peut reprendre le matériel, le bas fondu qui devient le bas de la nouvelle moquette. Le tissu, c'est revendu vers les fournisseurs de tissu qui revient pour devenir le haut de la nouvelle moquette. Ça, c'est un système qui peut marcher dans le long terme. Et par 2025, on va faire ça qu'avec l'énergie renouvelable. Pour moi, c'était incroyable. C'était une nouvelle façon de voir l'économie. Et j'ai commencé à demander plein de questions. Comment ça peut fonctionner si c'était à une échelle globale? Et derrière ça, il y avait les scientifiques, Michael Braungart, qui vient d'Allemagne, les experts autour de biomimicry. Il y avait les experts qui ont regardé Industrial Symbiosis. Tout ça, j'ai commencé d'apprendre. Et pour moi, c'était une inspiration parce que d'un coup, je vois l'économie dans une façon circulaire. Une économie circulaire. Et ce n'est pas juste les choses techniques, par exemple, comme une moquette industrielle.
les métals, les plastiques, une voiture, une machine à laver. Ça, c'est industriel. Ça, c'est technical. C'est un matériel qu'on reste dans le cycle. Mais aussi les matériels biologiques. Les matériels biologiques, ils ont tellement d'énergie dedans. Ils ont tellement d'engrais pour les fermes dedans. Et eux, ils ne restent pas dans un cycle. On ne peut pas récupérer pour remettre sur les fermes. La plupart des fermes utilisent les engrais qui deviennent du pétrole. Mais ça, c'est tellement utile. Il y a un vrai prix dessus. Donc, imagine si notre économie peut fonctionner dans une façon circulaire où on a les matériels techniques, plastique, métal, qui restent dans un cycle, et les matériels biologiques, qui restent aussi dans un cycle, mais à travers la terre, à travers les fermes. Donc, on a une économie circulaire. Et pour moi, c'était la même sensation que j'avais quand j'étais toute petite. Cette petite enfant de 4 ans, j'avais un rêve, j'avais un but, je savais exactement où j'allais. D'un coup, je réalisais, en voyant, en sentant l'économie circulaire, que là, il y avait un but. On n'est pas là, on n'est même pas à 10%, mais c'est une direction pour y aller. Et c'était tellement une inspiration qu'en septembre 2010, j'ai lancé la fondation Elle est Marketeur avec le but d'accélérer l'économie vers une économie circulaire, d'accélérer la transition. Et on a décidé de travailler en temps de petits groupes. On était à l'époque, on n'était que 10. On a décidé de travailler dans 3 domaines. Avec business, dans l'éducation, et de travailler aussi autour le sujet de... J'ai dit quelque chose de rigolo parce qu'il y a quelqu'un qui... Je suis désolée pour mon français, mais j'essaie mon maximum. Donc, 3 domaines. Donc, merci. Donc, de travailler avec business, de travailler dans l'éducation et de travailler aussi sur l'analyse de l'économie circulaire. Donc, ils sont quoi derrière? Quels sont les chiffres? Comment ça fonctionne? Et donc, la première chose, on a dit de revenir à l'analyse. 6 mois après on a lancé la fondation, on est allé chez McKinsey, les consultants, en demandant 3 questions. Et à la fin, on a sorti un rapport économique pour montrer l'opportunité économique d'une économie circulaire. Première question, est-ce qu'on peut découpler croissance de ressources limitées? Deuxième question, est-ce que ça marche pour les business? Est-ce que c'est rentable? Troisième question, est-ce que c'est bien pour l'économie plus large, l'économie européenne globale? Première chose on a fait, on a regardé ces 2 côtés. Le côté biologique, le côté technique. Le côté biologique, les matières qui vont dans la terre, les choses biologiques qui peuvent décomposer. Côté technique, plastique, métal. On a regardé toutes les façons d'utilisation. J'y reviens sur ces images. Mais ça existe dans les 2 côtés, biologique, technique. Première question, est-ce que ça peut découpler croissance du matière première? On a trouvé, en regardant en fait, celle-ci c'était le portable, on pensait en fait c'était très dur le portable parce que c'est une petite chose, ça va dans la poche, c'est pas une grande voiture ou un avion. Portable, oui c'est possible. Et on a vu que la partie qui va dans la terre, c'est de landfill, comme on a en Angleterre, a bougé de 85 jusqu'à 50 en bas du dessin, du 50. Donc on a vu qu'en changeant les modèles, en allant vers une économie circulaire, on peut, bien sûr, découpler les matériels du croissance. Deuxième question, est-ce que c'est bien pour le business? On a trouvé oui. Ça, c'est une machine à laver. Machine à laver, aujourd'hui, on paie l'impôt quand on l'achète, TVA. On paie pour tout le matériel dans la machine à laver, parce qu'on achète. Troisième chose, quand on la jette, on paie encore, pas direct, parce que ça va dans la terre. En Angleterre, pas tous est recyclé du tout, donc on paie pour le landfill tax. Donc on paye 3 fois. Dans une économie circulaire, on n'achète pas la machine, on paye par lavage. Donc ça nous permet d'avoir une machine qui est conçue pour durer, conçue pour marcher long terme, conçue pour être réparée, conçue pour être upgraded et conçue à la fin de son vie de revenir dans le système parce que cette machine peut être déconstruite pour reprendre les matériels pour être dans les machines de l'avenir. Un système complètement différent. Aujourd'hui, une machine de base, ça nous coûte 27 cents US$ par lavage. Une machine comme ça, 12 cents par lavage. Donc nous, on paye moins, mais les fournisseurs gagnent plus parce que les matériels ne sont pas rachetés par nous. Nouvel modèle. Deuxième question, oui. Troisième question, oui, c'était bien pour l'économie. On a fait une étude sur les produits qui cyclent dans l'économie en plus d'1 année et moins de 10 pour toute l'Europe, tous les produits. Et c'était 630 milliards de US$ par an
Donc, un gain énorme. Quelque chose vraiment d'aller vers. C'était une opportunité énorme. Deuxième rapport économique, on a sorti l'année d'après, donc janvier 2012. C'est le FMCG, beaucoup plus dur, les choses qui cyclent vite dans l'économie, moins d'une année. C'était une étude globale. On ne savait pas même si c'était un chiffre positif. Mais on a trouvé que c'était un chiffre énorme, parce que ce marché, c'est énorme. 3200 milliards de US dollars, 3,2 trillions par an, la taille de cette économie. Et on peut reprendre que 20% de cette économie revient dans l'économie. Le reste, c'est parti. On perd. Donc, le gain est énorme. Tout ça a du valeur. Mais ce n'est pas conçu pour partir dans un cycle. Ce n'est pas conçu pour rester dans un flux de matériel. Notre économie ne fonctionne pas si on ne peut pas créer les flux. Parce que si on a des flux, on a des vraies valeurs. Les valeurs de l'engrais, les valeurs de chaleur, les valeurs de gaz, tout ça a du valeur. Dans une tonne de déchets de nourriture de la maison, on a 6 dollars des engrais, on a 18 dollars de chaleur et 26 dollars d'énergie. Donc chaque tonne, si ça rentre dans un système, et on peut valoriser. Et donc le chiffre 706 milliards de US dollars par an pour le monde, dans les FMCG. Et ça, c'était un chiffre c'était pas un très grand chiffre par McKinsey. Ils étaient sûrs que ça c'était en fait un chiffre conservatif. Donc, on a commencé avec un troisième rapport qui était intéressant parce que je reviens sur le sujet dans lequel j'ai commencé avec la Fondation. On travaille dans 3 domaines. Analyse, business, éducation. Et le troisième rapport, on a fait en partenaire avec le World Economic Forum, qui étaient très intéressés par les rapports 1 et 2, et bien sûr aussi avec McKinsey, qui a commencé un projet entre les business, le World Economic Forum, le Ellen MacArthur Foundation et McKinsey, qui va durer 2 ans, s'appelle Project Mainstream, de trouver je ne peux pas traduire, de stalemates, les challenges dans l'économie pour essayer de les bouger. En travaillant avec les PDG de grands business, pour avoir tellement de business, en travaillant vers ce modèle qu'on commence de bouger les barrières. Business, on travaille avec nos partenaires globaux, qui ont tous les projets économiques circulaires dans leur business. On travaille aussi avec les business partout dans le monde, avec le programme qu'on a créé l'an dernier, le CE100. On a 93 business dedans, mais aussi les régions, aussi les universités et aussi les petites organisations innovantes. Pas les grandes, mais les petites qui ont des idées qui vont changer l'économie complètement. Donc, on s'appelle là le CE100. On a aussi tout un réseau d'universités avec lesquels on travaille en tant que pionnier. Donc, on crée le teaching and learning dans l'économie circulaire dans les universités. Et aussi, on a un programme du fellowship. Donc, on a les étudiants et les professeurs qui viennent de ces universités pour une semaine en été pour aider d'accélérer leur transition. Et ça, c'est incroyable de passer du temps avec ces étudiants qui voient que tout était d'être refait. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et pour nous, les choses qui est vraiment à grande échelle, c'est le Disruptive Innovation Festival. Octobre cette année, jusqu'à novembre. Et ça, c'est tous les matériels qu'on peut trouver, qu'on peut créer sur l'Internet, qui dure 4 semaines pour les gens d'apprendre plus sur l'économie circulaire. Donc, quelques études de cas, juste pour mettre ça en vérité. Michelin, ils font l'économie circulaire, on travaille dans le CE100. Michelin, si tu es un business aux États-Unis, par exemple, qui a beaucoup de camions, tu n'achètes pas les pneus de Michelin. Tu payes par 1000. Eux, ils reprennent les pneus, ils refont, ils remettent sur le camion. C'est dans leur intérêt de faire les meilleurs pneus qu'ils peuvent. Et eux, ils reprennent le matériel vers eux. Renault. Dans les véhicules électriques, la gamme de 4 véhicules électriques, tu n'achètes pas les batteries. Le batterie reste à Renault. Le batterie est toujours renouvelé par Renault. Et à la fin de la vie de batterie, c'est Renault qui reprend pour être mis dans une autre application ou pour être recyclé. Le business model change parce que les batteries sont très chères. C'est comme un moteur qui est garanti pour toujours. Tout a changé en fait dans l'esprit de ces véhicules. Renault aussi, avec les anciens moteurs, fait le reconditionnement, le remanufacturing. Ils ont une usine près de Paris qui prend les moteurs, les boîtes de vitesse et les pompes à gasoil cassées de tout le réseau de Renault. Il revient dans les usines, tout est déconstruit, tout est nettoyé,
tout est refait, tout est remis, avec quelques pièces neuves, bien sûr, avec 75 moins énergie et matériel dedans par rapport à une nouvelle, donc beaucoup mieux, mais ça quitte l'usine avec les mêmes garanties qu'un nouvel moteur. Pour moins de nouvel moteur, parce que beaucoup de pièces dedans étaient déjà dans un autre moteur, mais avec les mêmes garanties. Ça change le système. Un autre, Turn 2, Holland. Ici, si tu veux équiper un bureau, tu n'achètes pas les lumières, tu n'achètes pas les ampoules, tu payes à Turn 2, qu'ils ont créé ce nouvel système, d'avoir 400 lumens au bureau. Turn 2 travaille avec Philips, Philips fournit les lumières, Philips paye l'énergie, il paye l'électricité, et donc c'est dans l'intérêt de Philips de changer les ampoules quand il y a une qui sort qui est plus efficace, et nous on a exactement ce qu'il faut. Ça change le modèle, ça change la construction de les ampoules et les choses qui sont dedans. Tout change. Un autre, un boulon, un vis. Boulon, un boulon. Pas de vis, dans ce cas-là, si tu mets à une température, ça fondre, ça dissoudre. Donc tu peux toujours déconstruire. Aussi un autre, une plaque de circuit, pareil. Tu mets à une température certaine dans l'eau et ça complètement déconstruit. Donc ça revient conçu pour être déconstruit. Sac plastique, en fait, fait par Puma. Un sac qui est conçu pour dissoudre dans l'eau, mais en plus de ça, il n'y a aucune dedans qui est toxique. En fait, si ça revient sur une ferme, ça crée de l'engrais. Ça ne peut pas être du déchet, jamais. Parce que c'est conçu pour partir dans le système biologique. Et si ça se trouve dans une champ, ça dissoudre avec le pluie. Splosh. Tu n'es pas obligé d'aller vers le magasin pour acheter les bouteilles. En fait, les bouteilles arrivent dans une boîte et les en plus, les petites choses pour remplir revient dans, on voit bien dans le dessin si j'arrive pas à dire en français, qui rentre à travers la poste. Tu mets dedans, tu mets l'eau chaude, tu remuses et voilà. Le petit sachet dans lequel ça vient, c'est jamais du déchet, c'est pas du plastique. C'est fait pour fondre, c'est fait pour dissoudre. Une boîte aux États-Unis, une nouvelle boîte, conçue pour créer un remplacement pour le styrofoam. Ça, c'est comme du styrofoam avec les mêmes propriétés, mais ça s'est poussé avec mycélium, des champignons. Donc les déchets de production de nourriture, donc les dernières parties du blé qui n'est pas du tout utilisable, mis avec du mycélium, et ils sont poussés. Il est un des fournisseurs pour Dell et Steelcase, et il a réussi de faire ça au même prix que styrofoam. Parce qu'il n'est pas obligé de racheter du pétrole pour faire le styrofoam. Et juste pour revenir, pour finir à l'histoire de mon arrière-grand-père. Parce que quand moi je demande la question, est-ce qu'une transition vers une économie circulaire est dure? Oui. Mais c'est une opportunité, c'est une très grande opportunité. C'est aussi un grand challenge. Mais si je vois les choses qu'il a réussi de faire dans sa vie, c'est incroyable. Quand mon arrière-grand-père était né, on avait 25 voitures dans le monde entier. On n'avait même pas les routes. Quand lui, il avait 14 ans, on a volé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, 3 fois la population de cette époque vole chaque année. Quand il avait 40 ans, on a créé le premier ordinateur. Beaucoup de monde ont dit ça ne va jamais marcher, c'est trop grand. Mais 20 ans plus tard, c'était un microchip. 10 ans plus tard, on a créé le premier téléphone portable. Et ce n'était pas très portable, et ce n'était certainement pas un smartphone. Mais cette technologie a changé les infrastructures qu'on a mis dans les pays en train de développer. Là maintenant, on a les portables qui marchent partout. Une technologie complètement différente. Et au moment que mon arrière-grand-père a quitté ce monde, l'Internet est arrivé. Si jamais il y a un moment qu'on peut faire ça, c'est maintenant. Parce qu'on peut avoir une idée dans cette salle aujourd'hui, on peut partager avec le monde en secondes. Merci.